oiseaux perdent leurs plumes au clair de la lune. Les avions s'allument sur prairies, sur forêts, sur coccinelles. Poussent des cancers cruels. La ville est nouvelle, elle est nouvelle. Le monde change de peau. Sera-t-il laid ou bien bon? Couvert de couleurs peinture ou de vert nature? Le monde change de peau. Oudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Voilà. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que le monde change de peau. Et ça va très très vite. Et je me posais la question l'autre jour de savoir si c'était l'influence de la singularité, voilà, de l'explosion qui a lieu en ce moment, du fait de la possibilité pour chacun de nous de consulter une intelligence artificielle qui sait tout ce que les êtres humains savent et qui le synthétise pour nous et qui nous disent quoi faire. Et les exemples sont tout autour de nous. Je vois des gens, des proches qui disent « Tiens, voilà, j'ai fait ça, et regarde, et c'est fait de manière merveilleuse, c'est fait beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire, laissé à nos propres moyens, même avec Google, même avec Wikipédia. Là on est passé à la vitesse supérieure, chacun le fait à son échelle, avec les choses qui l'intéressent, qui lui sont spécifiques. Voilà, on avance comme ça. Quand vous faites un entretien sur Zoom, la machine vous propose maintenant une fonctionnalité intelligence artificielle qui fait le sommaire, qui fait la synthèse de la réunion qui a eu lieu. C'est pas encore parfait, Il y a des malentendus. Quand il y a plusieurs personnes, la machine peut se tromper, attribuer à l'un ce que l'autre a dit. Mais là, j'ai eu l'occasion de le voir, la machine entend parfois des choses que vous n'avez pas entendues. Elle synthétise mieux que vous ne pourriez le faire. Alors, petite surprise, elle recourt à un vocabulaire qu'elle n'a sûrement jamais entendu dire. Elle utilise des termes qui ne sont pas ceux que vous avez utilisés. Elle parle de famille recomposée, là où elle a eu simplement, voilà, elle a entendu parler d'un tel et d'une telle et de ceci, de cela. Et elle vous dit dans cette famille recomposée, c'est elle qui a vu qu'il y avait une famille recomposée, c'est pas les termes qui ont été utilisés. Et alors peut-être plus inquiétant encore, si vous parlez une fois de plus à la même personne, et là, ça va à l'encontre de ce que les fabricants de machines nous disent. Elle vous ramène de l'information qu'elle a entendue la semaine précédente ou la semaine encore d'avant. Comment elle fait ça? Alors que vous avez été prudemment, vous n'avez utilisé que des prénoms. Elle reconnaît, elle sait de qui il s'agit, comme vous. Elle a une mémoire sur le long terme. Alors j'entends les gens dire oui, mais elle ne peut rien inventer toute seule, elle ne peut reproduire, c'est toute cette thèse du perroquet, que la machine ne peut dire que des choses qu'elle a déjà entendues ailleurs. C'est pas le cas, c'est plus le cas depuis ChatGPT 3,5, c'est-à-dire quoi, ça nous fait presque 2 ans. Les gens qui nous disent elle ne peut pas inventer, elle ne peut pas créer, elle ne peut pas être créative, c'est qu'ils n'ont jamais essayé l'outil, ou alors ils ont utilisé simplement pour demander une recette de pizza ou quelque chose comme ça. Mais encore, même dans la recette de pizza, il est difficile de nier que la machine vient avec des choses qu'elle n'a jamais entendues. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi est-ce qu'elle dispose? Elle dispose des mots de la langue, et comme nous, elle sait que dans les mots de la langue et dans la manière dont on peut le combiner, on peut produire des choses qu'on n'a jamais entendues avant. Alors il y a un article maintenant qui vous dit, voilà,
la machine invente de nouvelles choses et on nous dit oui, c'est parce qu'on a introduit le chain of thought, c'est-à-dire voilà, de raisonner par étapes. La machine raisonnait par étapes déjà avant, spontanément, elle avait compris ça. Mais on peut lui dire en plus, hein, on peut lui dire, il y a 3 étapes, il faut d'abord faire ceci, puis ça, et elle le fera. Mais elle avait déjà inventé ça de son côté. L'actualité, à part ça, l'actualité, une actualité tragique, il y a l'Ukraine et la Russie, il y a Gaza, il y a... Voilà. Que dire quand les deux parties ne reconnaissent pas le parti d'en face comme étant digne de ce nom. Comme j'ai déjà souligné, je ne suis pas le seul, et c'est une idée qui est déjà venue à beaucoup de monde. À ce moment-là, c'est aux autres d'intervenir et de dire, bon, puisque vous êtes incapables de vous parler l'un à l'autre, puisque vous vous méprisez, pour utiliser le terme qui convient, c'est aux autres, voilà, de faire pression, de vous empêcher, essayer de vous empêcher de continuer dans votre voie de destruction, d'annihilation de l'autre. Madame Kamala Harris, dans sa campagne présidentielle, a parlé hier à la convention du Parti démocrate, et elle était attendue au tournant de Gaza en particulier. Qu'allait-elle dire? Parce que cette question de Gaza, jusqu'à très récemment, en tout cas jusqu'à ce qu'elle prenne la parole hier soir, déchirait le Parti démocrate. Heureusement, elle n'a pas marché sur les œufs. Elle a commencé par dire que les États-Unis défendraient l'État d'Israël par tous les moyens à sa disposition. Et là, on se disait, aïe, 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 on est mal barré, on est mal parti. Et à ce moment-là, elle a fait un plaidoyer émouvant pour le peuple palestinien. Elle a promis, je ne retiens pas les termes par cœur, mais elle a véritablement promis la création d'un État palestinien, et elle s'est appesantie sur le drame, voilà, le drame du massacre. Je ne vais pas appeler ça génocide, il faut utiliser les termes qui correspondent à ce dont on parle, mais on peut parler de massacre, un massacre qui a lieu encore aujourd'hui à Gaza. De quoi a-t-elle parlé d'autre? Elle a parlé des États-Unis. Elle a, en tant qu'enfant, petite fille d'immigrants, d'un père venu de la Jamaïque et d'une mère venue d'Inde, voilà. Et c'est un discours, bon, convenu d'une certaine manière, mais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme, un élan, comme ce qu'on avait entendu dans le discours tenu par M. Tim Walz, qui se trouve sur son ticket, comme on dit, voilà, un ticket présidentiel. Le président et présidente, Mme Kamala Harris, et vice-président, Monsieur Tim Walz. Monsieur Tim Walz représente une catégorie dont on avait perdu le sentiment qu'elle existait, c'est le populisme de gauche. Difficile avec la manière dont le populisme de droite, d'extrême droite, a envahi la scène, d'imaginer qu'il peut encore exister un bon populisme, le populisme de gauche. J'ai continué contre vent et marée depuis une quinzaine d'années en parlant du populisme, en parlant du bon populisme, et vous avez dû me voir mettre régulièrement sur mon blog les tableaux de Eugène Larmance. Voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Ça, c'est le bon populisme, le populisme de gauche. Monsieur Walz qui surprend par sa faconde, par sa jovialité, par sa bienveillance, par sa générosité. Ce qui est étonnant aux États-Unis ces jours-ci,
c'est d'entendre voilà, des discours tenus par Trump et son vice-président potentiel, M. Vance, les entendre faire leurs discours et entendre voilà, des gens comme Mme Harris et M. Walz faire le discours à eux. Et l'anthropologue écoute ça et se dit, il y a d'un côté, il y a des discours qui sont inspirés de manière, je dirais, d'une fidélité extraordinaire au message des évangiles, voilà un des grands textes sacrés du christianisme, les évangiles, qui font partie du Nouveau Testament. Il y a le récit, le discours tenu par Jésus-Christ dans les évangiles, discours commenté sur un plan théorique par Paul de Tarse dans ses épîtres. Et un des deux discours qui est tenu est inspiré par cela de manière massive. L'autre discours, si l'on s'intéresse aux catégories de l'Ancien et du Nouveau Testament, est manifestement inspiré par la haine, et on imaginerait dans un cadre comme celui des évangiles qu'il s'agit d'un discours inspiré par Satan. Bon. Alors le mot chrétien est utilisé et revendiqué par un des camps, mais c'est pas celui dont le message exprime de façon à ce point fidèle le message des évangiles, qui est celui du Parti démocrate ces jours-ci. Ceux qui revendiquent être chrétiens, ce sont ceux qui tiennent le discours apparemment inspiré par Satan, un discours de haine, de hargne, de ressentiment, de détestation pour la vie, pour appeler les choses par leur nom. Et ce sont eux qui disent voilà, nous défendons le christianisme. Je lis un livre intéressant sur l'histoire du Parti républicain américain, histoire récente, celle des 20 dernières années, et apparaît autour de l'an 2000 un personnage qui sera candidate à la vice-présidente, Mme Sarah Palin, en Alaska. Et là, il y a cette interrogation de son adversaire pour la primaire à l'intérieur, une primaire à l'intérieur du Parti républicain. Mme Palin dit dans un de ses premiers discours, il est bon que réapparaissent les valeurs chrétiennes. Bon. Et l'autre, interrogé par un journaliste, dit qui est un conservateur, qui peut revendiquer à juste titre aussi d'être chrétien, dit mais qu'est-ce que je suis alors? Est-ce que je suis juif? Est-ce que je suis musulman? Il y a ce discours tenu par les extrêmes droites et qui se revendiquent d'être chrétiens. Il y a quelque chose, bien entendu, il y a ce message anti-avortement, ce respect de ce qui est conçu comme la vie depuis la conception, et qui est une défense qui est honorable, bien entendu, en soi, que la vie doit être protégée, mais souvent dans le discours de ces personnes au mépris de la vie de la mère et d'autres considérations de bien-être de la femme porteuse d'un fœtus. Mais il y a autre chose qu'une défense forcenée, je dirais, d'un principe de la vie un peu désincarné. D'où vient cette idée que ces gens sont chrétiens alors qu'ils représentent si peu les valeurs qui sont attachées, qui sont défendues dans des textes comme les évangiles? Il y a dû y avoir une transformation, il y a quelque chose, il y a dû y avoir un filtre. Et bien entendu, il y a d'abord le filtre de la simplification. À l'époque où les gens ne lisaient pas, à l'époque où ne circulaient pas les textes à proprement parler, on en extrayait des passages hors du contexte qu'on appelait catéchisme, et c'est là qu'intervient le second facteur. Ce sont les gens qui vous tiennent un discours à propos de ça,
ce sont les clercs depuis, voilà, depuis la mort de Jésus-Christ aux environs de 33 après Jésus-Christ. Ce sont ceux qui se sont donné voilà, qui se sont attribué le rôle de dire ce qu'il y avait dans cet texte sacré et qui l'ont réduit à quelques phrases hors du contexte et qui ont rempli les blancs par ailleurs avec, en tout cas du côté catholique, une hiérarchie de type militaire qui explique, voilà, qui dit ce qu'il faut penser. Alors vous me direz, la plupart des gens qui se disent chrétiens aux États-Unis ne sont pas catholiques, ils sont protestants, voilà, en général, voilà, de la catégorie évangéliste, mais là il y a ces prêtres, individuels, ces preachers, qui au fil des générations ont tenu un discours, et malheureusement souvent un discours de haine, de rejet de l'autre, pas du tout un discours à l'envers, du tendre à l'autre jour, un discours même au-delà de la loi du talion, je te traiterai comme tu me traites moi, œil pour œil, dent pour dent, mais de la non-reconnaissance. Ce que je dénonçais il y a un instant à propos des deux parties en présence, Israël, Palestine, Gaza, c'est du côté d'une prêtrise qui est venue cette déformation, ce filtre, ce discours qui affirme le contraire de ce qui est dit dans les textes auxquels on renvoie. C'est mon ami Emmanuel Todt qui a introduit cette catégorie que j'utilise très souvent de catholiques zombies ou de chrétiens zombies, c'est-à-dire des gens qui ont oublié la lettre du message, mais qui convoient à leur corps défendant, sans le savoir, parce qu'elles imprègnent à ce point non seulement la culture autour d'eux, mais certainement leur famille, même si ce sont des familles qui ne vont plus à l'église depuis plusieurs générations. Il y a à l'arrière-plan une éthique qui vient de ce côté-là, qui vient des évangiles et qui continue d'être convoyée, et peut-être surtout dans les milieux où on ne sait pas qu'on est un chrétien zombie, ceux qui imaginent l'être encore tiennent un discours qui est peut-être beaucoup plus déconnecté du message chrétien d'origine que les autres. Voilà, il y a un enthousiasme extraordinaire du côté de Madame Harris et de son populiste, dans le bon sens du mot, de colistier. Chose émouvante hier, quand Tim Walz a fait son discours. Il y avait sa famille qui était là, pour l'écouter. Le coach, comme on l'appelle l'entraîneur, parce que voilà, il emploie il a été longtemps coach de football américain et entraîneur, et il utilise beaucoup de métaphores. Voilà, c'est comme quand vous revenez du fond. Moi, je connais pas assez de football américain pour vous en parler, mais c'est comme quand on arrive, voilà, de tel endroit et qu'on arrive vers le milieu du terrain, etc. Ça parle aux gens. Sa famille était là et composée de son épouse et de 3 enfants. 2 filles et un garçon. Et le garçon est, bon, on emploie des tas de titres, de mots ces jours-ci, connaissant un handicap du côté de l'apprentissage, etc. On appelle ça aussi autiste, on avait d'autres noms autrefois. Un handicap mental majeur. Et ce fils était là, et il a manifesté un enthousiasme pour son père qui était véritablement touchant, venant d'une personne qui ne conçoit pas le monde, je dirais, comme les gens autour de lui, d'une manière, comment dire, on peut dire peut-être simplifiée, voilà, sans galvauder les termes. Et cette famille avait tenu à ce que cet enfant, le type d'enfant qu'on cache d'habitude, à ce qu'il soit là, mais son enthousiasme débridé
une spontanéité qu'on ne trouve pas chez les gens qui, voilà, qui n'ont aucun handicap de ce côté-là. La presse a beaucoup parlé, voilà, de Gus, voilà, Gus, de cet enfant. Et s'il y a un enfant de ce genre dans votre famille, cela vous aura touché tout particulièrement de voir Gus Walls s'enthousiasmer pour le discours de son père. Voilà, j'essaie d'être objectif, j'essaie, voilà, de présenter des points de vue dans une perspective tout à fait scientifique, en mettant en avant les arguments des uns et des autres. Ça ne m'empêche pas, bien entendu, d'être un être humain et d'avoir ma propre opinion sur les choses. Voilà, allez, à bientôt.